Génial, génial, génial. Alors, comme on l'a dit, ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinar, ce jobinar, pour parler et continuer à parler de recrutement. La dernière fois, on n'avait pas pu aborder tous les sujets tellement il y a eu de questions et on a privilégié le fait de pouvoir y répondre plus que d'aller au bout de notre présentation, d'où l'idée d'en faire un deuxième malgré tout assez rapidement. Aujourd'hui, on va vous parler de CV, on va vous parler de lettre de motivation, même si on sait que vous avez déjà un acquis forcément sur le sujet, on n'est pas les premiers à vous en parler. Et ensuite, on reviendra sur un vrai sujet d'actualité. Bisous mon frère. Ok, bisous. Qui est plutôt, l'entretien en vidéo. Et notamment sur quelques tips sur comment performer pendant vos entretiens vidéo. OK. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'attaquer rapidement et je vais passer sur la deuxième slide. Pour ceux effectivement qui ne nous connaissent pas, c'est ravi de vous rencontrer. Nicolas Fournier ici présent, c'est le fondateur de Job4 qui existe depuis 2011. On est un cabinet rapidement de recrutement, cabinet de chasse pour être exact, spécialisé sur un écosystème startup, scale-up, innovation, tech au sens très très large du terme, que ce soit sur du produit ou du service. Et on est spécialisé sur le recrutement de deux typologies de métiers, de grandes familles, on va les appeler comme ça, les sales et le marketing, en allant du junior sorti d'école jusqu'au profil beaucoup plus dimensionné, des head-off, des VP, des country managers, des directeurs de BU, etc., etc. Tout à fait. Et j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui avec Cécile, qui nous a rejoint il y a 3 ans et demi en stage et qui est aujourd'hui senior sales manager chez nous. Autant vous dire qu'elle a fait plus d'une centaine de recrutements, qu'elle a surperformé et je pense qu'elle a pas mal de tips à vous donner, d'où l'idée de l'inviter sur ce webinar. Donc, écoutez ce qu'elle a à vous dire et je pense qu'elle peut vous apporter pas mal de choses. Nice. On va passer. Comment je fais? J'y arrive. Je suis toujours moi la technique, ça marche jamais en vrai. Petite question rapidement. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Ça résonne un tout petit peu, ouais. C'est infernal. Merci à vous. Petite question qu'on a déjà posée la semaine dernière. Enfin non, il y a au dernier webinar. L'idée, c'est de vous la reposer, notamment pour tous les nouveaux. D'après vous, combien de temps passe un recruteur sur vos candidatures? Et pour ça, vous avez possibilité de répondre directement sur Zoom. Dans la partie conversée. Dans la partie conversée. On a 1 minute, on a 10 secondes, 20 secondes, 5, 30. Ok. On est entre 5 secondes et 1 minute à peu près, et 100 minutes. D'accord. C'est la grosse fourchette. Effectivement, nous, on met 10 secondes à peu près en moyenne sur une candidature. Quand on parle de candidature, ça va être un profil LinkedIn ou un CV. On met en général entre 10 et 15 secondes. D'où le fait de bien optimiser justement ces vitrines qui vont représenter aujourd'hui votre personnalité, votre projet professionnel, vos ambitions, qui vous êtes et surtout où est-ce que vous voulez aller. Et c'est justement l'idée de ce webinaire, de vous aider à pimper au maximum tous ces aspects pour pouvoir remonter auprès des recruteurs et gérer au maximum vos recrutements, vos process. Ouais, on doit aller très vite. On doit passer en revue 100 ou 200 profils par jour. Si on ne trouve pas l'essentiel de ce qu'on cherche directement sur un profil, on passe très rapidement en fait. Et on n'a pas le temps de vraiment creuser. D'où l'idée vraiment d'optimiser chaque mot, de peser chaque mot que vous allez pouvoir mettre dans un CV, dans un profil LinkedIn ou même dans les réponses que vous allez pouvoir mettre directement dans votre lettre de motivation. Donc bien, il y en a qui ont eu la bonne réponse. Alors ceux qui ont dit 5, oui c'est vrai, des fois aussi on va encore un peu plus vite. Mais globalement, on avait fait le test et on est entre 10 et 20 secondes et ça va super vite. Ouais. Donc pour cette première partie, on va vous parler du CV. On va vous redonner quelques bases sur le CV. Je te laisse en parler, Cécile, Oui. Et je compléterai. Complètement. Le CV, alors ça va pas mal regrouper des informations qu'on a déjà évoquées lors du premier webinaire. Un CV, un LinkedIn, ça suit les mêmes lignes directrices. C'est une page, une vitrine qui va nous montrer qui vous êtes, ce que vous recherchez, ce que vous avez fait, votre valeur ajoutée.
Et l'idée du CV, c'est qu'il puisse être le plus sobre possible, le plus épuré. On aime beaucoup les CV qui sont sur une seule page. Quand un CV est sur plusieurs pages, en général, on a tendance à ne pas le lire, tout simplement. Pourquoi? Vous avez beau être plus dimensionné, 15 ans, 20 ans d'expérience, certes, mais sur le poste sur lequel vous allez postuler, essayez de cibler uniquement les expériences qui vont être les plus pertinentes par rapport au poste en question. Normalement, ça devrait tenir en une seule page. On aime beaucoup notamment les CV avec des photos. Il y a énormément de débats là-dessus sur est-ce qu'il faut mettre une photo, est-ce qu'il ne faut pas mettre de photo. Nous, on aime beaucoup pour la simple et bonne raison qu'on met une image tout simplement sur la personne. Et notamment quand on décide d'entrer en processus de recrutement avec lui, on sait à qui on s'adresse, ça crée plus de liens directement. Bien sûr. Et moi, je trouve qu'on ne va pas se le cacher, on est quand même dans un monde d'ultra communication, dans un monde d'Instagram, de Messenger. Et au final, on est obligé de communiquer. Et je trouve que mettre sa photo, ça a du sens. Et ensuite, je vous dirais que même si on essaye de faire la part des choses et d'être très juste, quand on a 2 CV sous les yeux, mine de rien, notre regard est attiré par le regard de la personne. Après, la beauté, c'est hyper subjectif. Mais mine de rien, on est forcément attiré par le CV qui a mis une photo. Après, bien évidemment, il y a des petits conseils quand même sur les photos. On évite les photos à la plage. On évite les photos de mariage, ça se voit aussi, c'est pas toujours génial. Suivant où on postule, on adapte aussi. C'est-à-dire que Philibert, qu'on a mis en photo, il est super pour postuler en banque ou dans une entreprise du CAC 40. En revanche, si demain il postule en start-up, il faut qu'il ait l'air un peu plus détendu. Après, j'adore son sourire. Au moins, il a l'air smart et je me dis que globalement, je vais l'appeler quand même. C'est ça, exactement. C'est vraiment adapté en fonction de l'interlocuteur, de la typologie de boîte dans laquelle vous allez postuler, de la typologie de poste. Si on postule aujourd'hui sur des postes un peu plus financiers, on va attendre de la rigueur, costard cravate. Si on postule sur un poste de BizDev junior sorti d'école en start-up, on va avoir un côté beaucoup plus détendu, beaucoup plus posé, tout en restant bien évidemment sérieux. L'idée n'étant pas de mettre des photos avec des casquettes à l'envers, assis dans un pouf. Il faut trouver vraiment le juste équilibre sur comment adapter ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de représenter auprès de l'interlocuteur en face. Pareil, surtout pour les filles, on évite la dog face. Yes. On en a trop vu, ça se fait On plus. en a vu. On a même vu, pour aller encore plus loin, des CV où la moitié du CV, c'était la photo du candidat qui posait, qui posait, tout simplement. Oui, complètement. C'est le genre de choses c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Une petite photo où vous êtes souriant jusqu'au buste qui montre que vous avez la pêche, vous êtes dynamique, ça suffit amplement. Carrément. Faites simple. Faites simple. Ouais. Conseil suivant, d'après toi? Le petit laïus, le laïus qui est écrit justement sur le CV de Philibert à propos, en haut à gauche, c'est quelque chose de primordial pour nous, particulièrement sur les postes de junior. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des candidats qui ont commencé sur du marketing, qui ont fait un petit peu de finance, qui ont fait un petit peu de sales, qui ont fait un petit peu de partenariat. On voit un CV comme celui-ci, sans descriptif, on ne sait pas réellement ce que la personne souhaite faire. Avec ce laïus, ça nous donne des indications sur son projet professionnel. Quelle est la next step aujourd'hui sur sa prochaine aventure? Quel type de poste il recherche et dans quel environnement? Ça prend 2-3 lignes, ça vous prend 30 secondes à rédiger et c'est quelque chose qui, nous, recruteurs, va énormément nous aider pour, alors non seulement vous contacter sur un poste qui sera pertinent et ne pas vous pusher une multitude d'offres qui ne correspondront pas et qui ne vous intéresseront pas, qui ne seront pas pertinents par rapport à ce que vous recherchez. Complètement. Et moi, je rajouterais même que sur les profils de juniors, quand vous ne cochez pas toutes les cases sur les descriptions des annonces, mine de rien, les mots qui vous intéressent et qui apparaissent justement dans ce petit descriptif, ils vont vous permettre de remonter dans les algorithmes de matching, donc poussés par de l'intelligence artificielle. Alors que si vous ne mettez pas de descriptif et qu'il n'y a aucun mot qui correspond à l'annonce, globalement, vous ne remontez jamais. Donc, il faut toujours adapter son CV et on va revenir dessus d'ailleurs sur les expériences. Mais ça fait partie le petit laïus en haut à gauche, à droite, vous le mettez n'importe où, mais sur 3 lignes, ça permet souvent de loger 1 ou 2 mots en adéquation avec votre recherche et ce que vous souhaitez faire. Complètement. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je me permets de rebondir. Il y a une question de Juliette. Juliette, que je connais d'ailleurs. Comment vas-tu, Juliette? Est-ce que c'est mieux d'avoir plusieurs CV et les orienter vraiment et les adapter au poste, sur 2 postes différents, évidemment? Par exemple, un CV orienté en conseil et un autre orienté plus sales en start-up. Carrément. Complètement.
Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est presque un CV par candidature. Je pense qu'il faut reprendre la job desk. Il faut regarder tous les mots-clés qu'il y a dans la job desk et quelque part, ça doit être du copier-coller de la job desk dans le CV. Donc, en fait, si tu réponds à 4 ou 5 job desks différentes, il faut que tu aies un CV par job desk. Complètement. Donc, oui, à fond, il faut l'adapter. C'est ça, exact. Si on va aller encore même plus loin dans le détail et dans la précision, si on postule sur 4 postes de sales dans 4 startups différentes, mais que les startups ont des intitulés différents sur le même poste, c'est un poste de sales, mais une startup va l'appeler BizDev, une autre sales, une troisième commerciale, etc., etc. Adaptez-le dans votre CV. Le recruteur, le talent qui est de l'autre côté, qui verra votre CV, si directement en termes de sémantique, de mots-clés, il retrouve les mêmes mots-clés qui sont présents sur sa job desk en interne, vous gagnez des points. Même complètement. Vous remontez sur la pile, psychologiquement, ça va jouer du côté du talent, même si ça représente les mêmes fonctions. Ouais, j'aime bien dire aussi que les talents, finalement, c'est des gens assez normaux qui ont une grille devant les yeux. Ils ont des mots-clés qu'ils recherchent et il faut qu'ils cochent ces mots-clés. S'ils ne les trouvent pas, ils passent. Ils ne correspondaient pas à 100% à leur recherche. N'hésitez pas à le faire. C'est un vrai conseil qu'on vous donne. Pour rebondir par rapport à la méthodologie STAR, on en a parlé au dernier webinaire. Pour ceux qui n'étaient pas là, la méthodologie STAR, c'est ce qu'on appelle aussi la méthodologie de l'entonnoir, qu'on aime beaucoup retrouver. C'est une méthodologie où on va partir du plus global pour aller au plus concret, au plus spécifique. Donc, l'idée, quand vous allez décrire les missions, le scope, votre périmètre sur votre CV, l'idée est de suivre cette méthode qui va partir du contexte, donc de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Qu'est-ce qu'elle faisait, le produit commercialisé, par exemple. Dans ce contexte-là, quel a été votre poste, votre périmètre, votre scope, vos missions. Au sein de ce scope, quelles ont été les actions que vous avez mises en place pour atteindre votre objectif et finalement, quels ont été les résultats. Résultats, si on reprend le même exemple de sales, ça va être quel compte j'ai signé, combien de CA j'ai généré, est-ce que j'ai réussi à travailler sur du partenariat qui finalement a conclu, etc., etc. Des chiffres qui nous montrent si oui ou non vous avez été performant dans votre contexte. Oui. Autre question, Cécile. Que pensez-vous de mettre des mots en blanc sur blanc pour remonter dans les rankings des algorithmes? Des mots Vous voulez une réponse officielle ou non officielle? Officiellement, c'est moche. Non officiellement, suivant les algorithmes et suivant l'intelligence artificielle, ils savent en tenir compte. Donc, je dirais que ça marche une fois sur 2 ou une fois sur 3. Dans l'idée, oui, vous pouvez le faire, effectivement, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez décidé d'opter pour cette stratégie, qu'effectivement le CV remonte dans l'algorithme et il remonte au-dessus de la pile du talent, du recruteur, qu'il récupère le CV et que derrière, ça ne correspond pas finalement, puisque les mots qui ont fait que ça a remonté étaient des mots qui sont en blanc sur fond blanc, votre CV risque de passer à la trappe également. Ça se verra à un moment donné. Ouais, ça se verra. Donc oui, on peut, mais je ne pense pas que ce soit le plus pertinent. Oui, ne le faites pas tous, hein. Honnêtement, je ne suis pas que convaincu. Tiens, autre question pendant qu'on est là. Faut-il impérativement créer son propre modèle ou le contenu est plus important que la forme qu'on utilise? Je dirais que ton CV, c'est un peu ton entreprise, c'est ta vitrine. Et donc, forcément, il vaut mieux avoir quelque chose de plutôt joli malgré tout. Je pense que si vous tapez sur Internet template CV, il y en a mais des centaines de milliers gratuits. Donc, prenez un modèle qui vous corresponde, qui soit simple, sobre. D'ailleurs, même sur la présentation, nous, on vous a mis Philibert Latournerieux, qui est un modèle que vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui est très simple. Il y a des choses qu'on aime bien sur cet exemple. On aime bien le côté simple des descriptions avec quelques touches de couleur. Un truc qu'on aime moins, par exemple, c'est le côté fond gris. Fond gris, le jour où on veut l'imprimer, parce que malgré tout, les recruteurs aiment bien mettre des annotations encore sur les CV, à l'impression, c'est un enfer. Et le pire, c'est les fonds noirs. Parce qu'à l'impression, déjà, ça bouffe de l'encre. Au bout d'un moment, c'est un peu galère. Et puis, quand on passe des CV toute la journée, de toutes les couleurs, à la fin, on ne voit plus rien et on préfère que ça reste sobre, simple, sur fond blanc et le plus épuré possible. Honnêtement, on sait faire la différence entre le tuning, les flammes sur les côtés et les CV qui restent sobres. Et bizarrement, moi, je suis sûr que les CV qui sont blancs et sobres, sans fioritures sur les côtés, ça marche et ça marche doublement même. Complètement.
Plus vous allez être synthétique, précis, vous allez à l'essentiel, vous faites quelque chose d'épuré qui reprend vraiment les choses les plus pertinentes de vos expériences, mieux ce sera de l'autre côté. Alors je sais que ça se fait beaucoup encore, les voyages par exemple, les voyages où vous allez mettre tous les drapeaux de tous les pays dans lesquels vous êtes allés, on n'est pas fan. On n'est pas fan, ça n'apporte rien, c'est pas joli, ça vient polluer votre CV plus qu'autre chose. Idem sur les curseurs, quand on parle de langue ou quand on parle d'outils que vous avez utilisés, les curseurs ne sont pas représentatifs. Pourquoi? Parce que votre interprétation de bilingue, courant, débutant sera différente de la nôtre. Donc, si vous nous positionnez juste un curseur, on n'arrivera pas à l'interpréter. En revanche, si vous parlez de niveau B1, B2, C1 ou bilingue, courant, débutant, intermédiaire, ça nous donne déjà une meilleure idée de votre niveau que le curseur. Idem pour les outils utilisés, que ce soit les CRM, que ce soit un HubSpot, un Salesforce ou autre. On préfère quelque chose de concret plus que cette petite barre qui ne veut rien dire, quoi. Ouais, pareil, hein, comme les drapeaux, les petits icônes avec la toque pour dire que vous aimez faire à manger ou un livre pour dire j'aime la lecture, en fait, ça apporte pas grand-chose. Précisez-nous à la limite ce que vous aimez lire, quoi. Est-ce que c'est des romans à l'eau de rose ou est-ce que c'est plutôt des essais politiques ou en psychologie ou autre? Je sais pas, mais faites-nous rêver, vendez-nous quelque chose de particulier. À la limite, si vous tapez dans les centres d'intérêt, essayez de trouver un vrai sens pour qu'on puisse en discuter au moment de l'entretien. C'est aussi l'intérêt. L'intérêt aussi des centres d'intérêt, c'est d'aller chercher des compétences et des soft skills qui peuvent avoir de la valeur ajoutée pour le recruteur. Les sports en font partie, mais du coup, précisez quel sport. Si vous avez obtenu un niveau en sport, niveau national ou autre, mettez-le. Ça montre quand même une implication, de l'entraînement, de l'engagement. Et ça, c'est bon comme valeur. Complètement. Je rebondis, il y a une question. On m'a dit que les PDF ne passaient pas les ATS. Est-ce que c'est vrai? Alors, les PDF, oui, passent, Ils les passent, voire même mieux que les Word, d'ailleurs, parce que le PDF bloque la mise en page, là où Word ne bloque pas la mise en page, et souvent on n'a pas la même version de Word, et en fait, rapidement, ça explose sur Word, c'est compliqué. Alors que sur PDF, au moins, ça ne bouge pas. C'est le gros avantage, c'est même on préfère sur PDF, c'est ce qui passe le mieux et qui est le plus léger. En revanche, à éviter aussi les JPEG et autres photos, parce que derrière, en fait, ça apparaît en photo et en fait, l'intelligence artificielle, l'algorithme, ne reconnaît pas les mots-clés qui sont à l'intérieur. Ça reste du dessin à ses yeux et il ne voit pas l'intérieur du CV. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas remonter dans les algorithmes et donc sur le haut de la pile. Complètement. Une autre question, est-il pertinent de mettre en avant des compétences liées au savoir-être sur un CV, selon vous, entre parenthèses, dynamisme, pugnacité, etc., etc. Oui. Oui. Non, mais oui, j'ai envie de dire oui, forcément, vous pouvez les mettre. Après, encore une fois, c'est facile, entre guillemets, de mettre « je suis tenace, je suis travailleur, je suis force de proposition ». Si vous mettez ce genre de choses, c'est typiquement une perche pour le recruteur pour rebondir dessus et vous demander comment vous illustrez ça, comment vous le justifiez. Donc, si vous le mettez, oui, mais à condition qu'effectivement, vous soyez capable de l'illustrer derrière. Il va falloir assumer derrière. Exactement, en gros. Mais oui, dans l'absolu, c'est une des tendances de mettre ces soft skills directement sur le CV. Je suis assez fan, moi. Après, je vous dirais que même chez nous, avant des compétences, des hard skills, des compétences techniques, on va chercher à trouver justement des savoir-être, on va chercher de l'écoute, on va chercher de la pugnacité et différentes choses. Je ne vais pas tout vous citer, mais globalement, oui, moi, je suis assez pour. Maintenant, il faut arriver à les justifier. C'est ça. Ce qu'on aime bien faire, nous, pour la petite anecdote, on a en interne une liste de mots-clés, d'adjectifs qui décrivent un certain type de sales. Et on aime bien faire passer ce test aux BizDev qu'on rencontre en interne. Et on leur demande de sélectionner les 10 adjectifs qui correspondent le mieux à leur personnalité. Donc, on est plutôt sur des soft skills. Et en fonction de ça, ça nous permet de sortir du cadre très formel de l'entretien, tes expériences, tes paniers moyens, tes résultats, qui t'a ouvert, comment tu as fait ton démarchage, etc., etc. Ça nous permet de sortir de là et de comparer aussi, et c'est là où ça devient intéressant,
comment le candidat se perçoit et comment nous, on le perçoit de l'autre côté. Et de voir si effectivement il y a un gap ou pas, ou si on est plutôt aligné. Vraiment. Vive les soft skills. Ouais, j'ai vu Marie. Bienvenue Marie, j'avais pas vu que tu étais arrivée. On continue? Ouais, Ou une dernière complètement. question sur le CV. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les CV? Je pense Non. qu'on est bon. Ben, on passe alors. Allez. Voilà. Et le titre, Rapidement, oui, bien. ouais, peut-être Ouais. pour ajouter quelque chose sur le CV. Quand vous êtes sur la partie contact, coordonnées, que vous avez téléphone, mail, etc., n'hésitez pas à mettre le LinkedIn. On n'en voit pas souvent, mais on aime beaucoup quand il y a le LinkedIn. Ça nous permet non seulement quand on reçoit la version digitale, de cliquer directement et de pouvoir comparer les deux, voir si effectivement il y a des informations qu'on retrouve sur le LinkedIn qui n'étaient pas sur le CV, s'ils se complètent ou pas. Ouais. Et dernière chose, parce que j'y pense et on est passé rapidement sur le titre, on ne met pas à la recherche d'un CDI. C'est pas une finalité le CDI. Oui. La finalité, c'est de trouver un poste dans lequel vous allez vous éclater ou une aventure ou un secteur d'activité en particulier. Vous n'êtes pas à la recherche d'un CDI. D'accord? À la limite, le CDI, c'est le tag par défaut. Il faut préciser quand vous cherchez en freelance ou en stage, mais c'est tout. Le reste du temps, c'est pas la peine de dire CDI. C'est vrai. OK? C'est vrai. On va Exact. avancer parce que je vois que le temps défile. On a rapidement 2 questions et on peut passer. Allez, vite fait. Est-ce qu'on met la situation perso, enfant, etc. sur le CV? C'est du perso. Je te dirais que ça, c'est pas. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre effectivement si vous en avez la nécessité, si vous sentez que vraiment vous avez envie que l'interlocuteur le sache. Après, effectivement, on n'est pas censé juger, nous, sur ça. Donc, ça ne va pas venir en plus ou en moins dans une Ouais. candidature. À mes yeux, zéro valeur ajoutée. Ouais, on n'est pas censé du tout se baser sur ce genre d'éléments. Donc, à partir de ce moment-là, libre à vous de le mettre si vous voulez, mais ça ne changera rien dans la balance par rapport à votre candidature. Ouais, et puis en plus, à terrain glissant, mais je trouve que ça peut être un sujet un peu discriminant, donc je suis pas pour. Et petite dernière, rapidement, Joyce, comment mettre un lien LinkedIn sur un format PDF? Eh bien, Il faut ah tout oui, simplement… là Ouais, c'est vas-y, technique. je t'en prie. Non, Ah. pour le coup, dès que c'est technique, c'est mort pour moi. C'est Idéalement, tu fais juste un copier-coller en fait, de ton lien LinkedIn, tu le mets sur tes coordonnées, nous, derrière, on est capable de le retrouver, tout simplement. ouais, tu reprends le lien de l'adresse, Ouais. ou alors tu mets un LinkedIn, mais alors après, il faut faire un clic droit, suivant si tu es Ouais, ou sur un PC ou Mac, et copier-coller. puis mettre un lien, tu vois, il faut faire un truc comme ça pour que ce soit plus clean. Mais après, s'ils l'impriment, forcément, ils vont pas aller le chercher. Là, problème existentiel, je pense. Ce ne sera pas pour répondre effectivement, Joyce, à ta question, ce ne sera Ouais. pas cliquable depuis un PDF, mais s'il y a le lien, que le lien est correct, on fait un copier-coller, c'est pas un souci. Ouais. Bon, il faut vraiment qu'on avance. Yes, on avance. Au pire, si vous avez d'autres questions qui viennent entre-temps sur le CV, la lettre de motivation et autres, on fera un question-réponse à la fin Yes, voilà, y répondre. vous aider et y répondre, même plus particulièrement sur vos CV ou autres. On fera un petit coaching d'ailleurs sur le sujet. Ensuite, on avance. Méthode STAR, on en a On en parlé a tout à parlé. l'heure. Donc, situation, tâche, action et résultat. N'hésitez pas, encore une fois, à chiffrer. Ça prend de la valeur dans le CV. C'est Complètement. toujours hyper important et bien vu auprès des recruteurs. Pareil, si vous mettez des chiffres, soyez prêts à les justifier en entretien. Préparez-les. Préparez les méthodes de calcul aussi, parce que c'est un classique. Hein. Quand on nous dit en tant que bizarre, oui, j'ai fait tant de chiffres. OK, d'accord. Comment tu as fait tant de chiffres? Combien de clients? Sur combien de temps? Soyez Ouais. prêts. Okay. Particulièrement quand vous passez par un cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement, l'idée, c'est de revendre votre candidature derrière auprès du client. Donc, plus vous allez vous allez donner au recruteur des billes, des vrais chiffres, quelque chose de concret, plus il aura des arguments pour faire remonter votre candidature de l'autre côté, pour vous vendre par rapport à la concurrence. Donc, n'hésitez pas, foncez. C'est le meilleur, je n'ai pas le mot en français, advice, conseil, yes. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner effectivement sur ça, particulièrement sur les postes de market, de biz, où il y a beaucoup de chiffres qu'on est capable de donner. Oui. On évite de mentir aussi sur un CV. Ça se voit. Ça se voit. Et puis alors, bizarrement, le recruteur va mettre le doigt dessus et va s'enfoncer, mais tout doucement, tout doucement.
et en fait va détruire votre candidature. Donc, évitez de mentir. Et quand vous passez même par des recruteurs, des cabinets de recrutement, n'hésitez pas à dire la vérité. Ouais. Et eux vont vous aider, vous coacher sur comment orienter Le votre CV et justifier. comment Ouais, mettre en avant certaines expériences par rapport à d'autres. Donc, exact. jouez la franchise, vous avez tout à y gagner. N'hésitez pas, notamment, certaines personnes ont tendance à un petit peu pipoter, on va dire ça comme ça, quand il y a des trous entre différentes expériences. À partir du moment où le trou, le jump est justifié, on est capable d'avancer. Si on sent que vous avez effectivement une mauvaise expérience, que vous avez essayé de tirer un petit peu à droite, à gauche pour essayer de la noyer, en général, ça se sait et ça donne juste l'effet inverse en fait. Ça donne l'effet inverse, c'est-à-dire que vous n'allez pas avancer non seulement sur ce process de recrutement-là, mais si plus tard quelqu'un fait une prise de référence à ce niveau, bah, malheureusement, elle ne sera pas bonne et vous vous êtes tiré une balle dans le pied, vous êtes cramé auprès d'un écosystème. Et oui, dès qu'on a un doute, on fait une prise de référence. Ouais. Et on le sent bizarrement. J'avance. Ah oui, rapidement, il y a différents types de CV. C'est-à-dire qu'on a parlé du CV papier, qui est incontournable malgré tout. Tout a été tenté. LinkedIn arrive à quelque part enlever le CV, mais mine de rien, il est toujours là. L'idée, c'était aussi de vous pousser d'autres modèles. Alors, vos CV, vous pouvez les faire sur Canva, bien évidemment. Vous pouvez faire aussi des CV en ligne pour ceux qui ont des projets à montrer. Je pense à tous les profils marketing, notamment, qui sont très orientés graphisme ou autre. Ouais. On vous en a cité quelques-uns comme ça, un peu en vrac. Do You Buzz, ça permet de faire un CV un peu structuré comme on l'a vu, notamment si vous en êtes à votre premier CV. Pour vous aider, vous pouvez aller sur Do You Buzz. On a mis Wix.com qui permet de faire un CV en ligne et notamment pour partager ses projets, c'est pas mal. About.me, Jimdo, c'est la même chose. Mais notamment quand vous avez un certain nombre de projets graphiques ou autres à envoyer, j'avoue que les pièces jointes avec tonnes de PDF, c'est souvent compliqué. Mettre un lien vers un site en ligne, c'est plutôt pas mal. Notamment si vous faites du marketing digital, aujourd'hui, avoir un site en ligne, c'est quand même une vraie valeur ajoutée. Ça veut dire que vous êtes quand même connecté et que vous-même, vous savez faire un site. Ça peut être un plus. Complètement. Je passe. Ouais. Oui, je me trompe de bouton à chaque fois. Ensuite, le CV vidéo. On voulait vous en parler, mais genre moins d'une minute. Pareil, on en reçoit quelques-uns, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, dans un contexte où forcément il y a moins de postes et plus de candidatures, si vous voulez vraiment vous démarquer et que vous avez cette capacité à faire des vidéos, n'hésitez pas. Moi, je trouve ça plutôt sympa. On en a reçu. Bien évidemment, il ne faut pas que le format soit trop long. C'est-à-dire un quart d'heure de vidéo, c'est impossible pour un recruteur qui, à la base, passe 15 secondes sur un CV. Mais je dirais qu'un pitch en 1 minute ou 1 minute 30, mine de rien, ça passe bien. Et je crois que sur je crois, je ne veux pas dire toutes les candidatures, mais sur la plupart des candidatures qu'on a eues pour nous, même sur l'interne, nos cas particuliers, je me suis attaché à les regarder et notamment sur les profils marketing qui ont postulé chez nous. Complètement. Je te rejoins effectivement. C'est vrai que sur une centaine de candidatures, on en aura max 1 ou 2 des CV vidéo. Et encore, je pense que le chiffre est grossi. Le seul warning qu'on peut effectivement évoquer si on part sur un CV vidéo, c'est que ce n'est pas facile à faire. Faut être à l'aise. Faut que ce soit bien fait parce que si ce n'est pas bien fait, autant envoyer quelque chose de plus costaud en version PDF plutôt que quelque chose de bancal en vidéo. Ça va donner l'effet inverse. Donc, si vous êtes à l'aise, si vous êtes sûr de vous, si vous avez quelque chose de quali, balancez le CV vidéo, ça sera toujours un plus. Si vous avez des doutes à ce niveau, partez plutôt sur une version PDF. Il faut que ce soit très bien fait un CV vidéo, sinon ce n'est pas la peine. Ouais, pas plus à dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On enchaîne. Yes. Coaching. Alors, on a 2 cobayes aujourd'hui qui ont joué le jeu. Merci à elles, en l'occurrence. Ouais. Alors, je vais essayer d'atteindre l'onglet sans tout casser chez moi. On a Léa qui a accepté de jouer le jeu. On trouvait que tu avais un CV intéressant, Léa. Rapidement, ce qu'on a bien aimé dans ton CV, c'est qu'il est propre et il apporte de la rigueur. La photo est très sympa. Dans les choses que j'aime moins et qui sont sûrement à améliorer, alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit en ligne, mais quand j'ai voulu le télécharger, c'était au format JPEG, justement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dès qu'on le grossit, en fait, c'est pixelisé et en fait, la qualité n'est pas au top. Et en plus, les algorithmes derrière
sur les différents ATS sur lesquels tu vas envoyer ta candidature ne vont pas reconnaître les différents mots-clés. Donc, tu risques de tomber rapidement aux oubliettes. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est juste la version que tu avais envoyée sur LinkedIn ou pas. Mais en tout cas, voilà, si je devais donner une amélioration, ça serait ça. Et puis, pareil, les petites icônes. Alors, je sais, sur la suite Adobe, on est hyper tenté de mettre les petites icônes de Photoshop et les autres. Sauf qu'au final, encore une fois, les algorithmes ne les reconnaissent pas. Donc, même nous, si on fait une recherche sémantique, à un moment donné sur ton CV, je veux quelqu'un qui maîtrise Photoshop ou qui connaisse Photoshop, et ben en fait, ça ne ressortira pas parce qu'en fait, à aucun moment dans ton CV, il y a le mot Photoshop qui apparaît. Important. Complètement. Okay. Pareil, dans les questions, on nous demande l'âge. Pareil, je vous dirais que l'âge, on le fait par déduction en fonction du diplôme et du nombre d'années d'expérience. Ce n'est pas obligatoire. Je trouve qu'on est déjà sur du caractère discriminant, moi, dans l'absolu. Complètement. On va vraiment se baser sur l'année de diplôme et ça va nous donner… En fait, honnêtement, on s'en fiche de quel âge vous avez. On s'en fiche que vous ayez 26, 40, 50, 35. Ce qui va nous intéresser, c'est combien vous avez d'années d'expérience. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas nécessaire de marquer l'âge. Ouais, 100% d'accord avec toi. Sur le CV de Léa, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans les centres d'intérêt, tu as fait du bénévolat. Écoute, c'est toujours, surtout en période de Covid-19, c'est toujours bien vu. Sport, course à pied. Et tu vois, c'est là que ça devient intéressant. C'est si tu rencontres un recruteur qui lui-même fait de la course à pied, de suite, il va dire ah, bah, c'est sympa, quelqu'un qui fait le même sport que moi. De suite, ça crée des affinités. Comme on est en phase de séduction, malgré tout, ça marche toujours. Donc, n'hésitez pas à mettre les sports que vous pratiquez. C'est un vrai plus. Et tu fais ah oui, sport, ah oui, course pour la lutte. Ok, donc toi, c'est très engagé. Bravo à toi. Et après, tu as mis voyage. Alors, pour le coup, est-ce que ça vaut le coup de mettre voyage si derrière, tu ne mets pas des voyages particuliers? Tu vois, pour le coup, la dernière ligne de voyage n'a pas plus d'intérêt que ça au vu de ce que tu as mis juste avant. Tu vois, tu pourrais presque l'enlever en vrai. Complètement. Donc voilà, ça c'était le premier. Autre chose? Je me permets juste rapidement de rebondir. Effectivement, si j'ai un axe d'amélioration à te proposer, ça rejoint la méthode OSTAR, surtout sur les résultats. Typiquement, tu parles… Alors, tu peux descendre un tout petit peu, Nico, s'il te plaît? Pas de souci. Tu parles un moment, développement du CA, négo, alors c'est un peu flou, négo, fidélisation, prospection, etc. Là, tu peux clairement balancer des chiffres. Tu parles de développement de CA, donc à partir de ce moment-là, tu as des chiffres à nous donner. Tu as quelle typologie de clients tu as adressé? Qui étaient tes interlocuteurs? Ok, j'adressais du grand compte retail. Dans du grand compte retail, j'adressais les directeurs marketing. Sur le directeur marketing, j'avais 7 solutions à vendre et c'était sur des paniers moyens de, je dis n'importe quoi, 100 000 sur des cycles de vente de 3 à 6 mois. Résultat, j'ai réussi à ouvrir X, Y et Z. CA généré 170K. J'ai balancé des chiffres au hasard, mais tu comprends l'idée. Tu comprends l'idée générale de nous permettre d'illustrer dans quel environnement tu as évolué et est-ce que tu as été performante ou pas. Je te rejoins. Sinon, sur le reste, effectivement, tout est clean, ça donne envie de lire ton CV. C'est clairement un CV qu'on aurait lu, qui ne serait pas passé à la trappe. Complètement. Tu as le laïus au départ, tu as toutes les coordonnées qui sont inscrites, tu as même le LinkedIn. Rien d'autre à dire particulièrement. Si toi, d'ailleurs, Léa, tu as des questions directement à nous poser là en live sur ton CV, c'est le moment. N'hésite pas. Et puis, pareil, moi, j'ai bien aimé, tu as mis 3 petites lignes tout en haut sur ce que tu recherches. Donc, c'est plutôt… Tu vois, mon diplôme MBA, alternance et mes expériences, enfin, pour le coup, tu n'as pas besoin de le réécrire en haut, sachant qu'en fait, on va le voir juste en dessous. Mais oriente plus sur pourquoi tu postules ou qu'est-ce que tu recherches comme poste, ou quel secteur tu recherches pour appuyer ta candidature. Pas besoin de redire que tu as un diplôme et un MBA. En fait, on le sait, c'est marqué juste en dessous. C'est limite redondant dans l'absolu. Mais le fait déjà d'avoir pensé à mettre un petit laïus, moi, je suis assez fan. On enchaîne sur le deuxième. Ouais. Deuxième, Jessica, pour le coup, c'est un PDF. De suite, la qualité est bien meilleure en vrai. Donc, c'est cool. En plus, je vois que tu es connecté avec nous, Jessica. Donc, c'est top. Je n'ai pas vu Léa, mais je vois Jessica. Le CV, il est propre. Il est bien. Je vais essayer de pas trop le diminuer. Hop. Tu as même mis un prix en bas à gauche. Première place d'une compétition nationale Agorize 2019. Alors, ça vaudrait le coup que tu nous expliques exactement
de quoi il en retourne, mais c'est plutôt sympa. Il est propre, il est simple, il est efficace. Tu as mis 3 soft skills en haut que j'imagine tu pourras mettre en avant sur un entretien. Ça passe. À la limite, tu pourrais presque mettre ton lien LinkedIn aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être un vrai plus. Moi, ça me va. En fait, c'est assez efficace. Peut-être les résultats sur les expériences, ce que disait Cécile tout à l'heure. Et voilà. Et il y a même une question. Que pensez-vous des QR codes sur le CV qui dirigent vers LinkedIn? C'est sûrement très bien. Je ne l'ai jamais essayé pour être franc. On en a vu 2-3 Jamais utilisé passer, un QR code. mais c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Et pour être honnête, oui, pareil, j'en ai jamais utilisé, jamais passé par Je un ne le CV qui en déclenche pas. proposait. Ouais. Déjà parce que sur mon Mais écran d'ordinateur, je ne sais pas comment le déclencher. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne mon téléphone, que je le déclenche, mais en fait, ça le déclenche sur mon téléphone et pas forcément sur mon écran. C'est pas simple. C'est pas simple en vrai. complètement. Rapidement, Jessica, si effectivement tu nous marques trois phrases en début en tête sur ce que tu veux faire, c'est le seul axe d'amélioration avec le LinkedIn que je vois de mon côté. Sinon, je rejoins Nico, très très clean. Tu vas à l'essentiel, pas de blabla, pas de bullshit, pas de pictos qui ne veulent rien dire. On a même des clients, pour la petite anecdote, pour vous dire à quel point ça peut aller loin. On a des clients sans les citer, bien évidemment. On a des clients qui ont des notations, qui ont un système de notation en fonction des différentes candidatures. Il faut avoir un score minimum de 5 pour passer à la next step. Et en fonction de ce qui est présent sur le CV ou non, on perd des points. Typiquement, les gens qui aujourd'hui vont mettre Innovation Enthusiast, ce genre de choses, on perd 2 points chez ce client-là. Les gens qui vont mettre des pictos, les gens qui vont mettre les drapeaux, les gens qui vont mettre effectivement des choses pas pertinentes, vous pouvez perdre des points. Au-delà du fait que vous ne remontez pas dans les algos, que vous n'êtes pas en tête de liste ou quoi que ce soit, selon certains clients, en fonction de ce qu'ils recherchent, une certaine rigueur, d'un certain cadre, quelqu'un qui va vraiment à l'essentiel, à travers votre CV, si vous mettez toutes ces choses polluantes, ça ne va pas passer. Ouais, je te rejoins. Et il y a quelques années, on prenait les CV, on les mettait dans une feuille de présentation et en fait, on envoyait la feuille de présentation au format Job4. Et en fait, il y a certains clients qui nous ont dit, mais non, arrête, je veux voir le CV, je veux voir ce qui se dégage du CV. Donc, arrête de m'envoyer les feuilles, envoie-moi le CV directement et je pourrais ressentir quelque chose. Complètement. Donc, oui, ça reste un exercice de style qui reste important et les recruteurs aiment ça, le CV. Au niveau des langues, faut-il mettre les scores des tests? Carrément, tout ce qui est TOEFL, TOEIC et compagnie, oui, clairement, ça nous permet de mieux comprendre votre niveau. Donc oui, si vous en avez, foncez. Après, de mémoire, il me semble que tout ce qui est TOEIC et compagnie, c'est valable uniquement 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une histoire comme ça à vérifier. Ouais, Mais oui, mettez-les clairement. Bon. Il faut qu'on passe. Ouais. Le temps passe très très vite. Il est déjà 3h10. Si on continue, et là je vais aller très vite sur la lettre de motivation parce que l'idée c'est quand même de passer plus de temps sur l'entretien. Mais j'aime bien le rappeler, la lettre de motivation à la base, elle accompagnait un CV papier. Donc on faisait une lettre manuscrite papier aussi et on l'envoyait. Et du coup, dans un monde digital, oui, la lettre de motivation, on ne sait jamais réellement quoi en faire. Elle a du mal à trouver sa position aujourd'hui. Malgré tout, moi, j'aime bien quand il y a un petit pitch à côté qui m'explique en gros les questions qu'on a posées. Pourquoi je postule dans votre entreprise? Pourquoi je postule sur le poste? En gros, quelle valeur ajoutée je peux avoir? Et pourquoi vous avez raison de me choisir? J'ai envie d'avoir un petit message positif qui va me dire pourquoi vous aimez ma boîte. Et j'attends de vous que ce soit sincère et court, efficace, gagner en efficacité, éviter les tournures de phrases avec les lettres pompeuses qu'au final, on ne lira pas. Donc, ne perdez pas votre temps à faire des grandes pages de lettres pompeuses, on ne les lit pas. Par contre, s'il y a 10 lignes, même moins, hyper impactantes sur le thème j'adore votre boîte, j'adore ce que vous faites et c'est pile poil ce que je recherche et voilà pourquoi je vais postuler chez vous, ça me va. Ça me suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Complètement. Bien évidemment, on parle de notre écosystème aujourd'hui. Il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Si demain vous postulez dans une boîte du CAC 40 et que, oui, par exemple, fusion-acquisition. C'est ça. Et qu'on vous demande une lettre de motive, oui, il va falloir partir sur une lettre de motive entre guillemets classique.
Dans notre Et en anglais. écosystème, dans notre écosystème, la majorité du temps, on n'en demande pas. La majorité du temps, même celles qui sont demandées ne sont pas lues, il faut le savoir. Et comme disait Nico, la lettre de motivation classique pompeuse où c'est un copier-coller d'une lettre à l'autre et d'un modèle Internet ou d'un modèle qui a été balancé en école de co, on ne va pas s'arrêter dessus. On ne va pas s'arrêter dessus, ça ne va rien apporter de plus à votre candidature. En revanche, 10 lignes punchy qui vont à l'essentiel, qui nous montrent que vous êtes motivé, que voilà, vous avez un message pertinent et que vous avez vraiment envie de les rejoindre, là, ça fait la diff. Et ça rejoint le laïus du CV, ça rejoint le système de Welcome to the Jungle qui ne demande pas de lettre de motivation, mais plutôt un paragraphe court, précis sur pourquoi vous postulez. Et c'est une tendance qu'on analyse, sur laquelle on est petit à petit en train d'aller et on est petit à petit en train de perdre en fait ce système de lettre de motive. Même les grands comptes qui sont arrivés sur Welcome to the Jungle ces dernières années suivent le modèle Welcome to the Jungle et ne demandent pas forcément non plus de lettre de motive. On voit des BNP, on voit des Carrefour, on voit des Disney sur Welcome qui n'en demandent pas. Ouais. Et pareil, dans le côté on attend un message sincère, on évite les copier-coller. Et au pire, si on fait un copier-coller, on fait attention au nom de l'entreprise et on fait attention au nom de l'interlocuteur. Si vous saviez le nombre de messages qu'on reçoit où effectivement, déjà, ce n'est pas le bon prénom, parce que je pense que j'ai eu tous les prénoms de la Terre jusqu'à présent. Et pareil pour les boîtes. À chaque fois, il y en a 1 sur 10 qui oublie que c'est Job4 quand il postule. C'est sûr. Complètement. Bref. Moi, on m'a appelé peut-être 6 fois sur 10, on m'a appelé Céline et pas Cécile, pour vous donner un exemple tout bête, mais ça arrive et ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Surtout quand on est sur une démarche de volume où on se dit qu'on va postuler sur 40 offres parce qu'il nous faut absolument un job et en fait, c'est le genre d'erreur qui passe à la trappe et qui derrière, malheureusement, sont éliminatoires, clairement. Ouais, hyper classique, c'est sûr. Bon, on pourra répondre à vos questions sur le sujet si vous le souhaitez après. Mais voilà en gros ce qu'il faut retenir vraiment sur la lettre de motivation. L'entretien vidéo, important. Je te laisse la main, Cécile. Ouais. L'entretien vidéo, au vu du contexte actuel, c'est complètement d'actualité. L'entretien vidéo va suivre les mêmes lignes que l'entretien classique avec certaines spécificités supplémentaires qu'on ne retrouve pas sur un entretien physique ou téléphonique. Il faut savoir que en amont de l'entretien, vous avez énormément de choses à préparer pour gérer un entretien. Pendant l'entretien, il y a des choses à retenir, à faire, à ne pas faire. Et après l'entretien, vous avez également des devoirs à faire. Si on reprend step by step par ordre chronologique, avant l'entretien, l'idée, c'est de faire vos devoirs, c'est de vous renseigner sur la boîte, vous renseigner sur la croissance de la boîte, sur les fondateurs, sur l'équipe, sur les nouvelles verticales qu'ils ouvrent, les nouveaux marchés qu'ils ouvrent, leurs enjeux, leurs problématiques, et un maximum d'informations qui montrent que déjà, vous avez été sérieux, vous avez fait votre taf. Et au-delà de ça, vous êtes motivé, vous vous projetez, vous avez envie de les rejoindre. C'est un vrai travail en amont de fond à faire. Et toute cette connaissance autour du poste de la boîte ne représenteront que 7% de votre entretien global. C'est des choses que vous devez maîtriser à 100%, mais qui en termes d'impact ne représenteront que 7% de ce que vous allez laisser comme impression avec l'interlocuteur. Il faut préparer des questions en amont. Pourquoi ? Un candidat qui ne pose pas de questions pendant un entretien, ça renvoie un message négatif. Ça renvoie un message négatif pour plusieurs choses. Alors, reste trop en surface, trop superficiel, trop conceptuel, pas assez factuel, ne se projette pas, n'est pas forcément motivé, ne m'a pas laissé une impression waouh, ça a pas mal de conséquences. L'idée de poser des questions, c'est de montrer que vous avez fait votre travail, c'est de montrer que vous concrétisez demain, vous visualisez vraiment demain, je démarre chez ce client-là, quels sont aujourd'hui le cadre qui sera mis pour me faire monter en compétences. Comment est organisée l'équipe sales? Quels sont aujourd'hui les enjeux commerciaux auxquels vous faites face? C'est des questions qui sont intéressantes, c'est des questions qui sont pertinentes, c'est des questions que 3/4 des candidats ne poseront pas. Et on sort des questions classiques du est-ce que vous avez des tickets restaurants? Est-ce que vous proposez 50% de la carte Navigo? Certes, c'est des questions importantes à savoir bien plus tard dans le process de recrutement, mais particulièrement sur le premier entretien, un entretien de séduction, de motivation.
creuser les questions, essayez de trouver quelque chose de concret, essayez de trouver quelque chose de pertinent, essayez de trouver quelque chose qui montre que vous vous projetez, que vous avez envie de travailler avec eux, que c'est cette boîte-là, que c'est ce poste-là et pas une autre. C'est ce qui doit se ressentir de l'autre côté. Ouais. On ne pose pas la question sur les tickets restaurants. C'est-à-dire que là, on se l'est dit, mais surtout à éviter. Ouais. Il ne faut pas. C'est un vrai manque de motivation. Si vous venez pour les tickets restaurants, venez Clairement, pas. clairement. On m'a déjà posé la question, petite anecdote, dans les 5 premières minutes de l'entretien, combien de vacances, combien de congés payés de RTT on a par an au bout de 5 minutes d'entretien. Je vous laisse imaginer le message que ça renvoie de l'autre côté. Demain, vous êtes CEO d'une entreprise, vous voyez quelqu'un en entretien, vous êtes particulièrement attentif sur les collaborateurs que vous recrutez puisque c'est votre boîte et vous avez quelqu'un qui, au bout de 5 minutes d'entretien, vous pose cette question. Quelle est votre réaction? Ça ne renvoie pas un message positif. Ouais. Alors, juste sur la préparation, pareil en amont. Donc, effectivement, il faut bien préparer, se renseigner sur l'entreprise, sur le secteur d'activité, même les concurrents, faire un peu de veille, c'est toujours intéressant. Complètement. On prépare forcément son entretien, on prépare. Teddy Riner, il n'est pas devenu champion du monde du jour au lendemain en se pointant au championnat du monde, d'accord? Il a énormément préparé et vous verrez, il y a énormément de reportages sur lui et je trouve que c'est assez inspirant. Il faut préparer son laïus, il faut rôder son discours. Et donc, forcément, préparez-vous à ce que vous allez dire, préparez-vous aux questions aussi qu'on va vous poser. Hyper important, quoi. Faites-le avec un ami, une personne de votre famille qui va être plutôt bienveillante et qui va vous faire le discours ou vous faire une simulation d'entretien. Même nous, en interne, on fait des simulations quand on a rendez-vous avec des clients. Donc, pour bien préparer et être performant sur l'entretien. Donc, faites-le, vous, de votre côté. Dites-vous que vous êtes en train de vendre votre entreprise, c'est vous-même. Et donc, il faut préparer. Vous avez, c'est ce qu'on a mis en titre, on n'a pas de seconde chance de faire une première bonne impression. En gros, vous allez avoir le recruteur sur 1 heure et pendant cette heure-là, il faut cartonner. Donc, il faut bien se préparer, être en forme, préparer aussi le fond. Les fonds, alors le problème de l'entretien vidéo, c'est qu'on a tout vu et on sait tout de la vie perso des gens jusqu'au fond des armoires, hein, pour être précis avec vous. On a souvent du linge qui sèche dans le fond pendant les entretiens vidéo en ce moment. Mais l'idéal, c'est que le fond soit épuré, soit blanc. Alors, je vous montre un mauvais exemple, effectivement, mais pas trop le choix actuellement au vu des disponibilités des bureaux. Mais effectivement, plus le fond sera épuré, plus il sera blanc, mieux ce sera. Il faut vraiment cadrer au niveau du buste. Il faut que vous ne soyez pas en contre-jour, bien sûr, les basiques. Une bonne luminosité, montrer que d'autant plus en vidéo, accentuer le fait que vous êtes dynamique, que vous êtes punchy, soyez souriant, on a besoin de ça, on a besoin de sentir que vous êtes motivé, pour nous rejoindre, particulièrement en vidéo quand on n'a pas forcément le lien physique, il n'est pas créé de la même manière, quitte à en jouer un petit peu plus, foncez. Quelqu'un avec qui, à la fin de l'entretien, le recruteur va se poser à la fin de l'entretien, le recruteur se pose une question. Est-ce que j'ai envie de travailler avec lui ? C'est la seule question que le recruteur se pose en fin d'entretien, qui va déterminer si oui ou non on passe à la next step. Malgré les doutes et les plus qu'il a pu déterminer à travers l'entretien, c'est vraiment la question primordiale. Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? Ouais. Est-ce que j'ai envie de l'avoir au quotidien avec moi ? C'est ça. Ouais, je te rejoins complètement. Pareil, dans la préparation, on évite de se mettre à contre-jour. On fait attention vraiment à la lumière. Le nombre d'entretiens qu'on a fait à contre-jour, c'est pas forcément évident, quoi. Ouais, autant couper la caméra tout de suite. Yes. Bref, on passe sur l'entretien en soi. Ouais, l'entretien en soi, une fois que tout ça a été préparé, c'est là où ça se joue. Go, on est en face du recruteur. Pas de stress. Je sais que c'est facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez le droit d'être stressé, mais vous n'avez pas le droit de le montrer. Poker face. Exactement. Particulièrement en vidéo, c'est plus facile de le cacher puisqu'on ne va pas voir les mains qui tremblent, etc., etc. Vous avez le droit d'être stressé, mais le but, c'est de savoir contrôler son stress. Il y a énormément de méthodes que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet, des méthodes avec des méthodes de respiration, des méthodes où on va se tenir les mains, ça va être de la posture, plein de petits tips qui vont vous aider à réguler votre voix, votre rythme, votre timbre. On a tendance, quand on est stressé, à parler très, 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 très vite et souvent, la voix va dans les aigus aussi. Le but, c'est de ne pas entendre tout ça. Même si vous l'êtes, même si c'est l'entretien de votre vie ou quoi que ce soit, plus vous allez le contrôler, moins l'interlocuteur en face va le voir, plus vous allez laisser un impact positif, une image positive.
Si quelqu'un est hyper stressé, un débit de parole à 300 à l'heure, commence à trembler, à transpirer de partout, forcément, le message n'est pas le même. Le message n'est pas le même et c'est toute l'idée, tout le travail en amont de travailler sur sa respiration, sa posture, tous ces petits tips qui vont vous permettre de cacher le fait que vous êtes stressé, tout simplement. Ouais, Faites des les Anglais. simulations, Ouais. entraînez-vous. Entraînez-vous, vous pouvez vous entraîner sur les entretiens en tant que tels, vous pouvez vous entraîner sur les questions qu'on va vous poser, les choses sur lesquelles on va vous challenger. N'hésitez pas, plus vous allez passer d'entretiens forcément, mieux vous allez réussir à les gérer par la suite, mais c'est que de l'entraînement. C'est que de l'entraînement, de la préparation, du travail en amont. Ouais, juste une petite phrase. Les Anglais aiment bien dire « fake it until you make it ». C'est-à-dire, ne le montrez pas, quoi, et faites semblant jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'aise. Même sur des conférences ou autres, alors là, on est plutôt détendu, mais je connais quelqu'un qui travaille chez Google. Il fait des webinars, notamment pour le Web Summit, où il parle devant des assemblées de plus de 1000 personnes. Et il a l'air super à l'aise, mais en vrai, les 10 premières minutes, intérieurement, mais il s'écroule, c'est hyper dur, mais il ne le montre pas. Et c'est exactement ça. C'est au début de l'entretien, on comprend que vous soyez sous stress, mais ne le montrez pas, quoi. Gardez-le pour vous. Complètement. Et une petite question rapidement. Trop d'enthousiasme, bon ou pas bon? Ah bah, excellent, moi, j'ai envie de dire. Alors, ça dépend. Il y a deux dimensions. Ouais. Je pense que, sur l'entretien vidéo, oui, il faut mettre plus d'énergie parce qu'il y a quand même un écran au milieu et que c'est plus difficile de créer du lien à distance. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à dégager de l'énergie. Je pense que c'est important. En revanche, trop d'énergie ou trop de mauvaises blagues, c'est à bannir. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des entretiens où, OK, on va rigoler à la première blague, mais quand on doit rigoler pendant 1 heure à des blagues qui, en plus, ne sont pas drôles, on évite. Ça, c'est de la mauvaise énergie. Ouais. Mais en revanche, avoir un ton enjoué et mettre de l'énergie, oui, je pense qu'il faut en mettre un peu plus. Il faut peut-être un peu plus surjouer que d'habitude. Oui, complètement. Ah, il y en a une qu'on a zappée tout à l'heure sur la lettre de motive. Est-ce que la lettre de motive est-elle demandée pour vérifier le niveau d'orthographe? J'avoue que même sur le CV, on ne l'a pas dit et on aurait dû le repréciser, c'est faites-vous relire. Parce que je peux vous promettre qu'il y a des fois, mais on saigne du nez, tellement c'est dur. Il y a des candidats qui font tellement de fautes qu'au bout d'un moment, en fait, c'est pas possible. On ne peut pas avancer. On ne peut pas envoyer un CV comme ça à nos clients. C'est juste pas possible. Et aujourd'hui, il existe tellement de correcteurs orthographiques que ne pas relire son CV, ne pas enlever le faute d'orthographe, c'est une vraie faute. Et en entreprise aujourd'hui, même si on a tendance à envoyer de moins en moins de mails, mais à communiquer par des WhatsApp ou des Slack et autres, essayez de faire attention. Ça reste important, moi, je trouve. C'est la vitrine, encore une fois, qui représente qui vous êtes. Donc, à partir de ce moment-là, si vous ne prenez pas le temps de travailler dessus et de rendre quelque chose de quali, propre, le message n'est pas renvoyé. Malheureusement, ça ne passe pas. Donc, oui, pour répondre à ta question, la lettre de motive est un moyen de vérifier le niveau d'orthographe, mais on peut le vérifier aussi sur le CV. Complètement. Pour revenir sur l'entretien, on a oublié, l'entretien se déroule, tout se passe bien. Dans les questions, on ne l'a pas mis, c'est à quel moment doit-on parler argent? Moi, je vous dirais presque que sur un premier entretien, on est plus en phase de séduction. Tant que le recruteur ne vous demande pas combien vous souhaitez, ne parlez pas argent. Vous n'êtes pas là forcément pour l'argent et de toute façon, on sait que ça sera un sujet à un moment donné. Mais au début, restez en mode séduction, montrez que vous avez de l'envie et de la motivation pour le poste, pour le secteur, pour l'entreprise, plus que de parler argent. L'argent n'est pas une finalité. On ne choisit pas un poste pour l'argent. Complètement. Pareil, sur l'entretien, vous suivez la même méthode que sur le LinkedIn, que sur le CV. On ne va pas la réexpliquer, c'est la méthodologie STAR, encore une fois. Soyez simple, concret, précis. Pas de bullshit pendant l'entretien, allez à l'essentiel. Ne parlez que des expériences qui sont pertinentes par rapport au poste auquel vous postulez. On a des candidats qui ont fait des choses très intéressantes, ont fait énormément de choses, mais qui n'ont rien à voir avec le poste sur lequel ils postulent. Et en fait, vous perdez l'attention de votre interlocuteur. Vous allez complètement la perdre, il va déconnecter, il sera noyé sous une masse d'informations polluantes qui, au final, il ne sera pas capable de revaloriser derrière. Donc, ciblez vraiment les choses sur lesquelles vous sentez que c'est pertinent par rapport à l'interlocuteur, par rapport à sa boîte, par rapport à son produit, par rapport à ce poste-là. Complètement. Et c'est à ce moment-là que toutes les questions que vous avez préparées en amont, balancez-les en fin d'entretien ou au cours de l'entretien en fonction de comment la conversation se tient. Posez des questions notamment qui challengent l'interlocuteur. Mine de rien, la majorité des personnes n'osent pas ou n'y pensent pas.
Mais c'est des choses qui, si elles sont bien faites, vous font gagner énormément de points. Parce que déjà, les recruteurs n'ont pas l'habitude d'être challengés, puisqu'ils ont, entre guillemets, pendant l'entretien, la position de force, où c'est eux qui posent les questions, c'est eux qui déterminent si oui ou non ça va le faire, si oui ou non on passe à la next step. Mais vous avez complètement le droit de les challenger. Les challenger, vous pouvez leur poser des questions, notamment, comme tu disais, Nico, tout à l'heure, sur la concurrence. Exemple, on postule aujourd'hui à un PayFit. Vous allez postuler sur PayFit. Pendant l'entretien, vous pouvez très bien poser des questions sur « j'ai bien compris ce que PayFit faisait aujourd'hui, mais je ne comprends pas la différence avec un Lucas. Quelle est la différenciation par rapport à votre concurrent principal ?» Plein de petites choses comme ça qui vont montrer que vous êtes allé au-delà de la fiche de poste, que vous avez vraiment fait votre benchmark, vos devoirs en amont, que vous êtes capable de challenger l'interlocuteur, et tout ce qui va avec, tout simplement. C'est des questions qui ne reviennent pas souvent et qui font tout de suite la diff. Fin d'entretien. Pareil dans les questions. Ouais, pardon. Ouais, tu allais dire, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, alors du coup, sur les questions, pareil, à la fin de l'entretien, vous avez le droit de demander un retour important. Déjà, l'interlocuteur, soit à la franchise de vous répondre, au moins vous, ça vous permettra de vous projeter sur la suite du process ou pas. Et s'il a la franchise jusqu'au bout de dire ce qu'il aime et ce qu'il aime moins dans votre candidature, c'est souvent le bon moyen de rebondir, et c'est vraiment une technique commerciale, de rebondir et de lever les objections. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui paraissent, qui n'ont pas été claires à un moment donné auprès de votre interlocuteur, c'est le moment ou jamais de reparler ou de repréciser certains points et à ce moment-là, d'effacer tous les points qui auraient pu être négatifs dans votre candidature. N'hésitez pas à demander un retour à la fin. Complètement. L'idée, c'est qu'ils puissent vous dire, voilà, ça, on a beaucoup aimé, ça, on a des doutes là-dessus, on pense que sur ça ou ça, tu ne pourras ne pas fitter. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de contre-argumenter, de revendre votre candidature et de finir l'entretien en ayant effacé tous ces doutes, tous les warnings qu'il avait et qui, potentiellement, si vous l'aviez laissé avec ces warnings-là, à tête reposée, aurait peut-être grandi, mûri et vous auriez peut-être manqué l'occasion de passer à la next step. Alors que si en fin d'entretien, tout simplement, vous soulevez ce warning-là et vous êtes capable de contre-argumenter, il n'y a pas débat. Post-entretien, chose que la majorité des candidats ne font pas, c'est le mail de remerciement. Mail, message, peu importe, c'est le message de remerciement. Sur 10 candidats, on en a 2 qui le font. C'est des vrais chiffres. On ne cherche pas un mail de remerciement qui sera classique, copier-coller, pompeux comme la lettre de motive. On cherche un mail de remerciement très court, très, très direct. Un mail de remerciement qui montre que déjà, vous remerciez votre interlocuteur du temps qu'il a consacré. Mais au-delà de ça, un mail qui va potentiellement récapituler ce qui a été dit pendant l'entretien. Ça montre votre capacité d'écoute. Ça montre que vous avez compris tout simplement ce qu'il vous a dit, que ce soit sur du positif ou sur du négatif. Si c'est sur des axes d'amélioration, montrez que vous êtes capable de prendre du recul par rapport à ça et vous êtes capable de vous améliorer, de rebondir. Vous êtes capable de vous remettre en question. Et ça montre que vous êtes toujours motivé. Vous êtes toujours motivé, vous avez pris le temps post-entretien d'envoyer un message pour appuyer votre candidature. Et ça vous permet notamment, si au bout de X jours, une semaine ou plus, vous n'avez pas de réponse, de pouvoir relancer par rapport à ce mail-là. Faire une relance, c'est quelque chose que rarement les candidats font. Et c'est quelque chose qui change la donne complètement sur une candidature. Pourquoi ? Parce que des candidats vont postuler à plusieurs offres, vont continuer d'avancer ou vont se faire KO et passent à autre chose. Quelqu'un qui n'a pas eu de réponse a envoyé un mail de remerciement et renvoie un mail de relance, comment vous dire qu'en termes de motivation, on ne peut pas faire mieux. Ouais. Je te rejoins. C'est tout simple. Et puis, c'est un livre à lire. C'est Sun Tzu, L'art de la guerre. Ouais. Un livre ancestral, c'est Occuper le terrain. Complètement. Et tant que vous occupez le terrain, vous êtes dans l'esprit du recruteur et c'est important. C'est important qu'il ne vous oublie pas, même s'il rencontre d'autres candidats et il a forcément besoin de rencontrer d'autres candidats pour choisir à un moment donné, mais il ne faut pas qu'il vous oublie. Donc, il faut occuper le terrain. Alors, on a plusieurs questions. Concrètement, comment on demande un retour ? Vous avez des exemples de questions à poser pour avoir un retour ?
Tu veux répondre, Nico? Ouais, je n'ai pas forcément réfléchi là tout de suite, mais une question simple, question ouverte. Oui, Qu'avez-vous pensé de l'entretien? Comment vous question situez ma ouverte. Ouais. candidature par rapport aux autres? Comment vous voyez la suite du process? Il y en a tonnes des questions. Le but du jeu, c'est la question ouverte pour qu'elle amène ensuite une réponse ouverte, donc une description Ouais. et pas juste un oui ou un non. OK? Donc très important. Y a pas, je pense que la question est forcément adaptée au moment de l'entretien Mm. et comment vous le sentez avec votre interlocuteur. Et en plus, je pense il faut que vous l'adaptiez vous-même à votre langage et à vos mots Complètement. à vous. Mais Ouais. la seule recommandation, c'est vraiment la question ouverte. J'ai eu des candidats qui m'ont posé en fin d'entretien des questions du type, selon l'échange qu'on vient d'avoir, quels sont selon toi les éléments qui pourraient pencher sur ma candidature qui ferait que je ne passerai pas la next step? Donc, on est parti direct sur les doutes, les warnings que je pouvais avoir par rapport à la candidature du candidat. Et ça lui permettait en live de soulever tous ces doutes, tous les warnings que je pouvais avoir. C'est une des questions qui peut être posée. Mais encore une fois, je te rejoins, Nico, il faut rester sur un questionnement ouvert. Donc, toutes les questions qui en termes de réponse, donnent un oui ou un non, à bannir. Ouais, On il y passe a plein de rapidement. questions, Ouais. mais je ne les vois pas toutes, hein, du Je te coup. les lis au fur et à mesure. Si le recruteur pose des questions techniques dans le premier entretien, on n'est pas sûr de la réponse. Faut-il dire la vérité ou on invente la réponse? Ne Ah bah jamais non, si inventer tu, la réponse. Jamais. On préfère quelqu'un qui nous dit je ne sais pas, je n'ai pas envie de mentir ou d'inventer quelque chose, je ne sais pas, plutôt que quelqu'un qui va qui bullshit. invente. En fait. C'est Exactement. destructeur. Ouais. Et en fait, on le voit directement. Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Soyez franc. Et Euh, puis au moins, il n'y aura pas de surprise le jour où vous arriverez dans l'entreprise. Ils savent exactement vos compétences, vos forces, quelque part, vos axes d'amélioration et à eux de vous faire progresser aussi dans l'aventure. Complètement. Il faut vous dire que c'est vraiment un win-win, la relation entreprise-candidat. C'est censé être un win-win. C'est-à-dire qu'eux recherchent du monde pour faire grossir leur business. Tout comme vous recherchez un environnement qui sera capable de vous apporter une montée en compétences, une courbe d'apprentissage, de vous faire progresser, une évolution de carrière, une équipe inspirante, etc., etc. Vous êtes dans une relation de séduction jusqu'au moment où vous intégrez la boîte. Les deux ont quelque chose à apporter à l'autre. Pareil, il y a eu des Ouais. questions sur les relances. Vas-y, je t'en prie. Après un entretien, est-ce qu'on peut joindre dans le mail de remerciement post-entretien une lettre de reco ou est-ce que ça fait un peu trop? Tu peux. La lettre de reco, vous Peu. pouvez même la proposer avant, hein, au moment de Ouais, la candidature. Pendant l'entretien, vous pouvez la proposer, genre j'ai une lettre de recommandation de mon ouais. dernier maître de stage ou autre. Même après, il y a pas de moment privilégié, mais l'important, c'est effectivement d'essayer de la glisser. C'est toujours bien vu. Complètement, ouais. Le mail de remerciement est envoyé plutôt le lendemain ou 2 heures après. On a des avis tranchés, on a des avis différents. Moi, j'ai tendance à dire maximum dans les 24 heures. Max, max, max. Et ce que je préfère, c'est vraiment dans l'heure, voire les 2 heures qui suivent. Je préfère, Ouais, moi aussi, personnellement. en vrai. Parce que c'est encore à chaud. On a encore tous les éléments très concrets en tête. Donc, c'est pas mal de l'envoyer à ce moment-là. Moi, je préfère direct en sortant d'entretien, vous rentrez chez vous, bam, mail de remerciement. Ouais, chaud. Je suis fan aussi. En termes de temps, après combien de temps le mail récap et de relance? Du coup, remerciement, récap, idéalement dans les 2 heures. Et de relance, en Faut pas général, c'est attendre une semaine, hein. ouais, 3-4 jours, pas plus. Après, tout Faut pas dépend bien hésiter. évidemment, oui, tout dépend de si effectivement, pendant l'entretien, le recruteur vous dit, voilà, vous aurez une réponse dans une semaine ou deux, pas avant, parce que X ou Y. À ce moment-là, oui, ne relancez pas sous 3 jours, ça sert à rien. Mais s'il n'y a pas eu de deadline donné lors de l'entretien, effectivement, moi, je te rejoins, Nico, ça doit être fait dans la semaine. Oui, pas plus. Non. Plus, il vous a déjà oublié. Il y a un truc. Ouais. Plus d'une semaine, pas de retour. C'est jamais bon signe. Un process avec 3-4 entretiens, il faut le faire à chaque étape?
Oui. Moi, je suis Pas pour plus, oui, envoyer un mail de remerciement à chaque fois. souvent, Essayer de en créer fait, du c'est lien, c'est une surtout, bonne ouais. opportunité, quoi. Je te rejoins également sur le fait que, en général, les process que tu vas faire, la step 1, 2, 3, 4, c'est pas avec les mêmes interlocuteurs. Donc le message sera adressé à chaque fois à une nouvelle personne de la boîte. Donc, c'est encore une nouvelle chance pour toi de faire une bonne impression. Donc oui, carrément, fonce. Bien évidemment, si c'est 4 entretiens avec la même personne, ça fera too much, mais c'est rarement avec les mêmes personnes si tu passes d'une step à l'autre. C'est un moment privilégié pour créer du lien et échanger au final. Vous pouvez même reposer une question à la fin par rapport au marché, par rapport à ce que vous vous êtes dit. Et à ce moment-là, essayer de créer un échange avec votre interlocuteur. Le but du jeu, c'est encore une fois, hein, c'est vous êtes en mode séduction, vous rencontrez l'entreprise. C'est aussi important pour vous d'essayer de vous projeter et de voir si vous avez envie de travailler avec ces personnes. Si un entretien, bah oui, ça se passe mal parce que la personne en face, elle vous a pas du tout donné envie. Ouais, c'est peut-être qu'il faut pas continuer aussi. Il faut peut-être trouver autre chose, quoi. Complètement. Parce qu'après, au final, dans un an, quand vous serez rentré dans l'entreprise, ou même avant, au bout de 6 mois, rapidement, vous allez en avoir marre et rapidement, vous allez avoir envie de switcher. Ouais. Donc, la séduction, elle doit être aussi des deux côtés. Et c'est un bon moyen d'essayer de créer du lien. Voilà, encore une fois. Yes. Que dire dans le mail de relance afin de ne pas se répéter suite au mail de remerciement et ne pas paraître lourd, entre guillemets. Mail de relance, tu veux répondre, Nico? Non, je te laisse. Le mail de relance, c'est simplement un moyen de dire coucou, je suis encore là, je suis toujours motivé. Ouais, ça peut être aussi, vous avez vu une information sur le marché hyper intéressante. C'est de repartager l'information avec votre interlocuteur en face. J'imagine que vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position par rapport à ça? Encore une fois, essayez de trouver des moyens un peu détournés pour occuper le terrain. Complètement. Pas juste relance, allô, je suis là, j'attends, on en est où? C'est ça. C'est rebondir, par exemple, sur un sujet d'actualité. C'est l'une des choses les plus pertinentes, effectivement. Si effectivement vous réussissez à trouver quelque chose qui est en lien et sur lequel vous êtes capable de rebondir par rapport à ça, la relance est beaucoup plus pertinente qu'une relance classique. Hello, je reviens vers vous suite à ma candidature du 12 avril. Qu'en est-il? Bon. Ça fait très, ouais, voilà, ça fait très, très classique, quoi. Ça peut être très dur. Oui. Bonjour, que faire si on a passé des tests en ligne et qu'on n'a pas de retour d'ici une semaine? Est-ce trop tôt pour relancer la RH? Non, fonce. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Souvent, les RH sont débordés, pas forcément parce que, ne donnent pas de réponse dans l'immédiat, pas forcément parce que le candidat ou les candidats ne sont pas pertinents, mais parce qu'effectivement, ils vont gérer énormément de choses, beaucoup de volume, beaucoup d'entretiens et c'est des to-do qui se rallongent et qui se rallongent. Donc, allez-y, foncez et même si c'est du négatif, ça vous permet de passer à autre chose et d'avoir une réponse et de savoir pourquoi celle-là a été, quels ont été les axes d'amélioration et de rebondir sur autre chose. Ouais. Vous avez le droit d'avoir des réponses. Vous avez le droit d'avoir un retour. Il faut le savoir. C'est à partir du moment où vous rentrez dans un process, vous êtes dans votre droit de demander un retour, de savoir ce qu'il en est. Complètement. Et alors, pire que tout, si vous postulez sur des fonctions sales et que vous ne relancez pas, bon alors là, la relance, c'est vraiment la spécificité des sales normalement. Exact. De pouvoir relancer ses clients jusqu'à la signature. Donc, si vous-même, vous ne relancez pas sur le processus de recrutement, c'est pas que bon signe. Yes. Alors, si on a une mauvaise première impression de la recruteuse pour un poste, mais que l'entreprise a l'air intéressante, est-ce qu'il faut quand même envoyer le mail de remerciement où le recruteur représente l'entreprise et si on l'a trouvé fermé, il vaut mieux ne pas aller plus loin? Alors, je dirais que la recruteuse, c'est peut-être pas la personne avec qui vous allez travailler tous les jours. Ouais. Si en revanche, c'est avec le N+1 que vous n'avez eu aucun fit, là oui, il faut surtout pas y aller, mais surtout pas. Faut peut-être pas s'arrêter à la première personne parce qu'elle son but, c'est quand même au début de faire de l'abattage et du préfiltrage ensuite pour mettre en process avec les managers. Complètement. Mais derrière, sur le deuxième ou troisième entretien, si effectivement il n'y a pas de fit et toujours pas de fit, là, il faut fuir. Il faut fuir et vite.
Ouais, je suis assez d'accord. La recruteuse ne représente pas forcément l'esprit général, l'ADN que tu vas retrouver dans la boîte. Même si effectivement, je te rejoins, une recruteuse est censée quand même être dans la séduction. Elle est censée représenter la vitrine et l'ADN les valeurs de la boîte. Donc, c'est pas forcément bon signe, mais tu dois donner une deuxième chance parce qu'elle peut très bien être l'exception qui confirme la règle et qui ne représente pas du tout et pas du tout représentative du reste de l'équipe ou de la boîte. Ouais, c'est peut-être Mais un peu effectivement, tôt. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut relancer les entreprises qui ont stoppé le processus de recrutement pendant la crise du Covid parce qu'ils n'avaient pas de visibilité pour l'avenir? Oui, Oui. je crois que vaste sujet là. Vaste sujet. Écoutez, on va prendre notre cas particulier. Oui, on a commencé à réactionner auprès de toutes les entreprises qui, effectivement, nous avaient dit qu'elles frisaient et gelaient les embauches. Ouais. Moi, je crois que tout doucement, pour l'instant, la deuxième vague ne pointe pas le bout de son nez. Tout doucement, les équipes sont en train de se déconfiner, revenir au bureau. Je crois que c'est un peu partout pareil. J'ai bon espoir pour que les postes soient réenclenchés. Oui, vous avez le droit de demander s'ils réouvrent. Quelque part, ça montre quand même votre motivation pour le poste et l'entreprise aussi. Donc, même s'ils ne réouvrent pas, au moins qu'ils vous donnent une date s'ils ont de la visibilité. Et s'ils n'ont toujours pas de visibilité, il va falloir être patient. Et puis, ça leur donne un reminder si vous les avez déjà relancés sur la réouverture potentielle plus tard des postes. Ils se souviendront d'autant plus de votre candidature que quelqu'un qui n'aurait pas relancé. Donc, vous n'avez rien à perdre en fait. Vous ne pouvez que gagner dans la relance. On va accélérer parce qu'il y a encore 11 questions. Ouais, on va pas pouvoir, ça fait déjà plus d'une heure et quart. Ouais, Je pense qu'on va vous perdre au fur et à mesure. Hein. On essaie d'en prendre quelques-unes. Doit-on relancer également avant les entretiens? On a postulé et pas de retour, on renvoie un mail. Oui, vous pouvez. Clairement. Vous pouvez, au pire des cas, on vous dit, voilà, non, votre profil ne correspond pas pour telle et telle raison et vous êtes capable de passer à autre chose. Au mieux, oui, effectivement, ton profil est super pertinent, c'est juste que j'étais sous l'eau, go, on se prend un entretien. Tous les cas sont possibles en vrai, sur une non-réponse. Top. Concernant la relance par mail après un entretien, on a souvent comme réponse qu'ils ont choisi quelqu'un de plus expérimenté. Est-ce une excuse? Est-ce que vous voulez la vérité? Non, honnêtement, c'est souvent une excuse. Pour être honnête avec vous, c'est très souvent une excuse parce qu'il y a d'autres critères sur lesquels le recruteur a été moins séduit ou a des warnings. Et l'excuse classique pour ne pas se mouiller les mains, c'est on a trouvé quelqu'un de plus expérimenté. Ouais. Ça peut être vrai fit. dans certains cas, mais c'est particulièrement exactement comme Nico dit, quand c'est vraiment sur le fit humain, sur la perso où vous n'êtes pas du tout aligné, où il n'y a pas eu de lien créé, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, voilà, j'aime pas ta perso. C'est quelque chose qui n'est pas possible en fait à dire particulièrement de la bouche d'un recruteur. Ça peut parfois être des choses aussi sur lesquelles il n'arrive pas à mettre la main. Il a un doute, mais je ne sais pas, je ne le sens pas, mais je ne serais pas capable de te dire pourquoi. Ça arrive très souvent. On est sur du recrutement, on est sur de l'humain. Et c'est souvent derrière ces deux grosses catégories, donc le fit humain et le côté où on n'arrive pas à justifier pourquoi ça ne passe pas, qu'on se cache derrière l'excuse de on a trouvé quelqu'un de plus senior. Donc, ce n'est pas forcément vrai, mais dans certains cas, ça peut l'être, mais en général, c'est souvent une excuse. Ouais. À ne pas répéter derrière, c'est vraiment notre petit secret, mais oui, c'est souvent une excuse. Ouais. On me dit de passer à la slide suivante. Merci notre super marketing qui a organisé le webinaire quand même, qui a énormément communiqué et qui nous tient dans le timing. C'est pas mal parce qu'on a tendance à déborder. Complètement. Voilà, d'autres questions? D'ailleurs, pas forcément que sur les retours, mais est-ce qu'il y a eu d'autres questions sur CV, lettre de motive, sur l'entretien de manière générale? N'hésitez pas. Si on peut y répondre, il n'y a pas de mauvaise question. Encore une fois, je pense que ça profite à tout le monde. Comment sont perçues les relances par LinkedIn via email? Alors, ça c'est intéressant. Les relances par email, moi je suis assez fan. En revanche, il faut qu'elles soient très courtes. Parce que les emails, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les emails, ils apparaissent en colonne. Et en fait, si on réécrit une lettre de motivation dans l'email, ça fait une colonne à rallonge qui est insupportable à lire. Et en fait, on ne les lit pas. Donc, si vous faites une relance par email, oui, mais il faut que ce soit encore plus court que par mail.
de par son Complètement. format. Complètement. D'autres questions? Si on nous demande notre situation familiale, mariée, célibataire, etc., nous sommes obligés d'y répondre. Oui, Alors mais j'ai non, envie. légalement, Alors, tu n'es pas non, obligé de ouais, répondre. non. Et puis, j'ai envie d'aller même plus loin. Si c'est vraiment sur une conversation moins formelle et que vous êtes vraiment rentré dans une discussion et que la question s'ouvre, oui, pourquoi pas répondre. Si on est dans quelque chose de très formel, encore dans vraiment l'entretien en tant que tel et qu'on vous pose ce genre de questions, ça peut être perçu comme étant déplacé. De ne pas répondre? Non, de poser la question. Pardon, je me suis Oui. mal exprimée. Oui, mais du coup, si on vous pose la question et que vous ne répondez pas sur le thème non, j'ai pas envie de répondre, Ouais. de suite, on crée une distance qui n'est pas évidente en vrai. Ouais. Donc, moi, je répondrai en fait. Moi, je répondrai également. Je répondrai, mais c'est vrai que c'est pas forcément un message positif si dès le début, on me pose quelle est ta situation familiale, etc. Ça me mettrait vraiment… ça me mettrait pas en confiance. Ouais, et en vrai, je crois que c'est le genre de question qu'on pose quand même de moins en moins. Oui. On n'a Déjà, nous, jamais on les posé la pose question. pas. On n'a jamais posé la question et aucun de nos clients n'a jamais posé la question. Ouais. Honnêtement. Ah, j'ai raté la question. Mais question sur le nom, j'ai pas vu. Le nom en full majuscule ou minuscule sur CV, lettre de motif, le recruteur porte-t-il un jugement là-dessus? Pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où tu as la majuscule, sur ton prénom et ton nom, il n'y a pas de souci si tu veux tout écrire en majuscule ou pas. Fais-toi plaisir. Demander pourquoi le recruteur pose la question sur la situation personnelle. Tu peux le retourner. Ouais. En fait, Pas évident. vous pouvez bien évidemment, mais vous allez rentrer dans une espèce de conversation de challenge où ça va mettre ça va mettre une ambiance bizarre, clairement. Ouais, ça crée un malaise. Ah bon? Ça crée un Mais malaise. pourquoi vous posez la question? Ouais. Pas facile à gérer. Moi, je la pose, ouais, il faut pas. C'est pareil. Doit-on attendre, j'ai vu passer une question là, doit-on attendre un retour sur un mail de remerciement? Non. Non. Mais sachez que ça a fait son impact. D'ailleurs, Exact. pour savoir si ça a un impact, vous pouvez utiliser des trackers de mail. Yes. Ça, c'est malin. Il y en a des gratuits en plus. Ouais. Ouais, au début, genre Yesware, Mixmax, HubSpot peut être en gratuit, peut-être, je sais pas, j'ai un doute. Mais il existe des trackers et ça c'est pas mal de savoir si l'interlocuteur a vu ou lu votre mail. C'est toujours intéressant. Suivant les trackers d'ailleurs, on peut savoir s'ils ont ouvert la pièce jointe. Et ça c'est pas mal. Je sais que notamment Yesware qu'on utilisait encore il y a un peu moins d'un an. Yesware, en fait, il y a une petite pop-up qui vous dit quand l'interlocuteur ouvre votre email. Et du coup, ça, c'est intéressant de savoir. Ouais. Même à le rappeler juste derrière pour avoir des nouvelles, par exemple. Exactement. C'est une vraie technique commerciale qu'on fait. Hein. Pour le coup, en interne, on le fait vraiment. On est capable de tracer alors qui l'a ouvert, combien de personnes, combien de fois, quand, depuis quel endroit, est-ce qu'il a ouvert les pièces jointes ou pas, etc. etc. Ouais, on me demande de l'écrire sur le chat. Yesware, c'est comme yes en anglais, Je vais oui, l'écrire. et ware comme W-A-R-E, Yesware. Et ensuite, il y a Mixmax, M-I-X, M-A-X. Et je pense qu'il y a d'autres outils qui de plus en plus le proposent. J'ai pas tous les noms, mais tracker de mail sur Internet, il y en a plein gratuits. Il y a Yesware, on a HubSpot, mais à voir si effectivement il y a une version gratuite ou pas. Je suis pas sûr. C'est possiblement une fonctionnalité, mais Mixmax, M-I-X, tout attaché. Ouais, exactement. Okay. Et il y en a d'autres. Je les ai pas forcément en tête à l'instant T, mais le coup du tracker, ça marche bien. Ouais, complètement. Top. Ça, c'est le petit tips de fin de webinaire pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Exact, yes. C'est des outils que les sales utilisent, que quasiment tout le monde utilise d'ailleurs maintenant en entreprise dans notre écosystème. Tout le monde a au moins un outil de tracking mail. Ouais. Dernière question, parce qu'il faut vraiment qu'on finisse et qu'on finalise. Peut-on suivre l'ouverture des PDF, mais sans demander au destinataire d'ouvrir un lien web? Ah. Alors là, c'est hyper technique, je ne sais pas y répondre. Tu Alors, vois, tu as le droit de dire quand tu ne sais pas. Yes. Je sais pas. J'ai pas de. Je sais pas. Je sèche.
Bah, je crois qu'on est bon. On est bon? Bon, on compte sur vous pour cartonner sur les entretiens. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer des Yes. emails, bien évidemment, à nous écrire, poser vos questions. Dès demain, on repostera le webinaire. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Pareil, n'hésitez pas à envoyer CV, lettre de motif si vous avez envie qu'on check. On sera bienveillant à votre égard. Et surtout, plein de bonnes vibes. Allez-y, cartonnez. Il faut que ça marche. Et je connais personne qui n'ait pas démarré en entreprise. Ouais. Et des crises, il y en a eu régulièrement. Mais tout le monde a fini par trouver un job. Donc, ne perdez pas espoir pour ceux pour qui c'est un peu plus dur. Je suis avec vous et de tout cœur. Foncez. Vous n'avez rien à perdre. Allez-y. Yes. Ça marche. À bientôt Ouais. et merci pour tout. À très vite tout le monde. Excellente journée et à votre dispo si effectivement il y a des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Salut! Salut.